tout ça? Non, mais ça n'a pas fonctionné. Mais surtout, ce que je veux vous montrer, pourquoi je dis ce sont des paroles. Parce que quand on a gagné en 2024, il était convenu entre nous que qui avait le plus grand nombre de députés aurait la charge de proposer le Premier ministre. On n'avait même pas commencé la conversation. Monsieur Faure fait le tour du village en disant « pas Mélenchon ». J'aurais pu faire une scène, j'aurais pu dire « qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» et tout. Et j'ai dit le contraire, j'ai dit « je ne serai pas le problème, moi, je vais être la solution ». Donc on dit « mais on est quand même les premiers, donc on vous propose 5 noms. Choisissez. 5 noms. » On n'a même pas pu en parler. Donc ils ne veulent pas d'insoumis. Ils ne veulent pas être avec les insoumis. On leur fait honte. Et pourquoi, selon vous? Mais parce que leur ligne politique fondamentale, d'abord, c'est de plaire. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est séduire. Mais l'action politique, ce n'est pas une action communicationnelle comme qu'est-ce que je préfère, le Pepsi ou le Coca, moi, ni l'un ni l'autre. Mais c'est pas ça. C'est de quel côté on veut emmener le pays. Il s'agit de convaincre. Après, si on croit à la démocratie, on essaye de convaincre. Comprenez-vous ? C'est-à-dire qu'on a une gauche qui est irréconciliable aujourd'hui, clairement? Oh, vous me décevez. Non, vous me sortez tous les poncifs. Non. Les gauches. Mais qui est de gauche? Allez, dites-moi qui est de gauche. Et pourquoi vous dites de gauche? Pourquoi vous dites celui-ci est de gauche? Vous, après tout, vous les classez à gauche. Ben si, faites-moi une réponse simple, je la fais à votre place. Parce qu'ils se disent de gauche. Parfait, donc nous sommes tous de gauche. Et alors? Qu'est-ce que ça change? On est d'accord sur rien. On va devant le pays et qu'est-ce qu'on fait? On va dire, attendez, on va vous proposer quelqu'un qui pose de problème à personne. Mais on n'a pas besoin de quelqu'un qui ne pose de problème à personne. On a besoin de gens qui ont des idées, des programmes et qui tiennent bon pour le tenir. Ils en sont incapables. Et vous l'avez tous vu le 7 et le 8 octobre. Ils sont tous partis se cacher sous la table. Nous seuls dire, tous les crimes doivent être punis. Et ensuite, halte au génocide. Et on a tenu bon contre vents et marées. Et je vais vous dire, c'est une démonstration qu'on a fait. Pour que ce pays puisse aller, il faut avoir des dirigeants et des responsables politiques qui tiennent bon, qui n'ont pas peur à la première alerte et qui ne vont pas se cacher sous la table. Donc, nous leur avons dit, la primaire n'est pas la bonne méthode. Nous avons déjà gagné 2 fois la primaire, en 2017 et en 2022. Ça veut dire que vous appelez aujourd'hui ces autres partis à se réunir autour de votre candidature ou vous leur dites faites comme vous voulez? Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon rassemble autant de soutien malgré les attaques médiatiques? Ce livre décrypte la défiance populaire, la crise démocratique et le réveil citoyen en France. Résistance, le combat pour une nouvelle France maintenant à 9,99 € au lieu de 14,99 €. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Quoi que je leur dise, ils ne sont pas contents. Non, mais au moins votre positionnement. Ben non, mais toujours les... C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que vous tendez la main à Marine Tondelier, éventuellement Fabien Roussel ou le candidat du Parti Socialiste? Socialiste? On l'a déjà fait 50 fois. On leur tend la main. Ben oui, je vous tends la main. Tout ça, ce sont des pitreries. Nous sommes à moins d'1 an, d'accord, du 2e tour, pas du premier, à moins d'1 an. Et la crainte, justement, c'est pas de voir une gauche qui soit divisée et de se dire, bon, bah, y a un tel qui fait 1,5%, l'autre qui fait 3%, et au final, de vous retrouver, comme ça a pu arriver en 2017 et 2022, à être très proche du second tour, et certains qui vont en effet se dire que ce petit point qui manquait était peut-être dans ces voies. Ou qui allait le porter, ce petit point? Il faut faire 22, 23, 24, pas 1,67. Et celui qui se figure qui va passer de 1,67 juste parce qu'il a Parti Socialiste marqué sur son front à 24, il rêve. Et tout le monde le sait. Donc ce que je veux vous dire, c'est que le problème ne se pose pas comme il est formulé dans la superstructure blablateuse. Ce n'est pas ça. C'est de quel côté on veut aller et comment on y va. On leur a tendu la main, ils n'en ont pas voulu. Bompard a encore recommencé il y a 1 mois avant que nous on décide, bon, allez, c'est plié, ça sert à rien de parler avec eux. Mais attendez, je vais quand même vous enfoncer le clou au bon endroit, pas à vous, mais à ceux qui m'écoutent. Si les appareils politiques ne veulent pas des insoumis, parce que c'est quand même ce qu'ils disent, nuit et jour, continuellement, et avec une insolence qui est absolument incroyable, une arrogance inouïe, ils ne sont pas foutus d'arriver au premier tour autrement qu'en guenille, mais ils disent au 2e tour, il ne pourra pas gagner. Et pourquoi je ne pourrais pas gagner? Parce que je serai clivant. Mais enfin, vous plaisantez. Rémi Buzyn, je ne sais pas ce que vous votez et je ne vous le demanderai pas. Mais je vais vous dire une chose. Ce pays n'est pas rempli de racistes et de fascistes. Donc quand il a à choisir, puisqu'on dit que c'est Bardella qui va être là, entre un pétainiste d'extrême droite et moi, je n'ai pas l'ombre d'un doute sur ce qui se passera dans ce pays. Parce que ce pays
n'est pas pétainiste, n'est pas raciste et ne veut pas de la guerre civile que ces gens portent en eux. Par conséquent, c'est là qu'on voit à quel point est médiocre, mesquine ces attaques contre nous. Toute la semaine, c'est contre les Insoumis et Mélenchon, et en plus pour dire, mais au deuxième tour, il ne peut pas gagner. Franchement, qu'est-ce qu'on peut faire de pire pour tirer dans le dos à quelqu'un? Donc moi, je vous en parle avec un peu de passion. Il y a la question des électeurs, justement, parce que là, c'est vrai qu'on parle des partis politiques. Il y a des électeurs de gauche, justement, qui peuvent aujourd'hui être perdus, se dire, finalement, ces partis se tirent dans le pied. Oui, je l'espère bien. J'espère bien qu'ils soient perdus, qu'ils n'aient plus confiance dans ces partis et qu'ils réfléchissent. Et ils pensent aussi parfois aussi au vôtre, de façon générale. Quoi? Ils peuvent penser à l'ensemble des partis de gauche. Oui, et alors? Il faudra qu'ils prennent une décision, voilà tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on fait câlinette, hein? On ne parle pas des sujets qui fâchent, la retraite à 60 ans ou à 67 ou à 64. Non, non, Alors, non, disons, paraît tous ça va ces cliver. On va prendre tous les sujets, on va les prendre comme ça. C'est vrai pour... Est-ce qu'on bloque les prix? On avait marqué ça dans le programme, notamment, c'était à la ligne 1 du programme. Première chose que trouve à faire fort, c'est de proposer des chèques énergie au lieu du bouclage des prix du carburant. Mais laissez-moi bien vous dire une chose pour que vous compreniez notre point de vue. Nous avons tout essayé. Nous avons donné tous les gages, 2 fois de suite, avec la NUPES, avec la NFP, et ainsi de suite. Et maintenant, les appareils ne veulent pas. Eh bien, tant pis qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Par contre, ce que je dis, il y a, comme vous venez de dire, des gens perdus, puis qui commencent à réfléchir, qui se disent, mais c'est quoi ce bazar? À qui on va se vouer? Eh bien, figurez-vous qu'on a une certaine force d'attractivité, parce que nous, c'est carré, parce que nous, il y a un programme, parce que nous, il n'y a qu'un seul candidat. Le Parti socialiste ne doit pas être loin de 7 ou 8 candidats actuellement. Donc les gens diront, ben, la force va à la force, on va leur donner un coup de main. Vous dites, c'est la clarté du programme, la clarté d'avoir votre candidature assez tôt? Oui, parce que la vie est devenue un fouillis. Et quand vous avez des gens clairs, au moins vous savez à quoi vous accrocher. Personne ne sera jamais d'accord à 100% avec notre programme. D'ailleurs, moi non plus. Parce qu'un programme, c'est aussi des compromis entre des manières d'approcher. Par exemple Pardon? Par exemple, c'est quoi les compromis que vous avez pu faire? Je ne vous le dirai pas. Mais parce que mon devoir, c'est de parler pour tout le monde. Sinon, je vous le dirai. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je vous le dirai. Mais pas là. Parce que là, je porte le discours cohérent, collectif. On parle des électeurs, je m'adresse à ceux qui nous regardent justement. Moi, j'ai cette question de se dire, la définition, ça veut dire quoi être de gauche en 2026, selon Jean-Luc Mélenchon? En 2026, comme en 2025, comme en 1789, être de gauche, c'est considérer que la question politique centrale de la vie d'une société, c'est la souveraineté politique du peuple. C'est comme ça que ça a commencé, la gauche. Le roi vient, enlève son chapeau devant les États généraux, je ne sais plus si c'était déjà la législative ou pas, je ne me rappelle pas, et il s'agissait de savoir s'il aurait un droit de veto sur les lois. Et lui, il est investi, comme vous le savez, de droit divin. Et donc, il propose d'avoir le droit de veto. Il met à gauche ceux qui sont contre, et à droite ceux qui sont pour, comme les élus du Seigneur. C'est à gauche qu'il y en avait le plus. Voilà quand est née la gauche. Et évidemment, la souveraineté politique du peuple, elle suppose, elle a une immédiate conséquence. Nous sommes tous égaux dans la décision à prendre. Mais le sommes-nous réellement dans la société? Non. C'est ça la question des valeurs aujourd'hui. Valeurs de gauche aujourd'hui, ce serait quoi les valeurs de gauche en quelques mots, si on devrait résumer? Mais valeur, c'est un vocabulaire métaphysique. La gauche, elle a des principes. Le principe, c'est tout le monde a le droit à la vie, tout le monde a le droit de vivre dignement, et donc il faut répartir la richesse. Et des fois, il faut nationaliser l'instrument de production. Et des fois, il faut nationaliser les biens communs. Les biens communs appartiennent à tous. Quels sont ces biens communs? L'air, l'eau, et combien d'autres choses? Le savoir. Le savoir est un bien commun. Aujourd'hui, il est privatisé par les GAFA, et ainsi de suite. Ce n'est pas des valeurs, tout ça, c'est des principes. Et bon, c'est d'accord, si quelqu'un dans la rue va me dire quelles sont... on partage des valeurs, je ne vais pas lui dire non, non, monsieur, des principes. Mais là, nous avons un dialogue et on essaye d'avoir un dialogue exigeant. Donc, si on doit aller sur le fond des mots, voilà. Et la gauche, c'est ça. Et puis alors qu'on arrête ces larmoiements permanents qui sont toujours intéressés, vous savez, toujours intéressés. C'est-à-dire qu'on me pose des questions uniquement pour que la gauche se batte. Monsieur Mélenchon, Madame Tondelier a dit de vous que vous êtes le roi du cimetière. Monsieur Mélenchon, Monsieur Roussel a dit que... Et alors moi, si je faisais la bêtise d'entrer dans ce jeu, à mon tour, je répondrais. Et là, tout serait horriblement, démoralisant, démotivant. Et le but de ce qu'on fait, c'est le contraire. Pour faire la transformation de la société dont nous avons besoin, on a besoin d'une société mobilisée, donc consciente, vous voyez ?
Donc tout ça se tient. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'en sais rien, je préférerais qu'ils soient avec moi. Ils veulent pas, je peux pas les forcer. Donc je m'adresse aux autres qu'il y a autour, et puis aux électeurs de gauche, aidez-moi. Vous savez bien que de toute façon, nous sommes les premiers à gauche. Vous connaissez notre programme, vous n'avez pas de raison de grimper au plafond horrifié, c'est le contraire, non? Aux autres qui est autour, il y avait quelqu'un qui était avec vous par le passé, c'est François Ruffin. C'est revenu parfois dans les commentaires. Les gens qui disent, c'est quoi la différence entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin aujourd'hui? Je ne sais pas, allez lui demander. Il était membre de notre groupe. Il avait été reconduit et il a attendu patiemment que ce soit l'heure à laquelle il n'était plus possible de déposer d'autres candidats pour envoyer balader les insoumis. Il s'en est pris à moi de manière assez grossière en pleine élection, sans penser au mal qu'il faisait à tous les autres camarades. Et Mélenchon ci, Mélenchon là, etc. Peut-être bien, mais tous les autres, on leur disait, alors vous aussi, vous pensez ça de Mélenchon? À lui tout seul, il a bien désorganisé l'élection et je pense qu'il nous a fait perdre sans doute 5 ou 6 sièges. Si vous avez des questions à poser à Ruffin, les lui poser à lui. Moi, à partir de maintenant, je suis le candidat et mon but est de rassembler autour de nous des gens qui viennent d'où qu'ils viennent. Vous êtes les bienvenus si vous voulez participer. Pardon ? Quel que soit leur parti, évidemment. de venir vous rejoindre. Et puis vous verrez, il y a déjà des gens qui ont rompu pendant la campagne municipale chez les écologistes. Si j'entends les rumeurs, c'est pas fini. J'entends la même chose, peut-être dans d'autres partis, je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise ce soir. Il n'y a qu'au parti socialiste où il n'y a plus de gauche du parti. Donc dans ce cas, ils sont à peu près tous d'accord pour ne rien dire, donc ça leur va. Mais pour le reste, vous avez des millions de gens, puis ils ont déjà voté pour moi, enfin, quand même. On est arrivé à presque 8 millions de voix. Eh bien, je suis toujours le même homme. On va me le reprocher, d'ailleurs. On va parler un peu du bilan, 9 ans d'Emmanuel Macron à l'Élysée, avant de parler de lui, des oppositions, justement. Certains disent que les oppositions n'ont pas réussi à se rassembler, n'ont pas été assez exigeantes pour réussir à contrer Emmanuel Macron, jusqu'à certaines, parfois, dire on est dans l'opposition, les rejoindre ensuite, voter certaines lois avec lui. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autocritique du côté des oppositions avant qu'on parle d'Emmanuel Macron et son bilan? Nous pas, les autres oui. Mais je veux vous faire remarquer là aussi comment le commentaire médiatique emballé d'un beau papier de soie, la réalité suivant comment ça l'arrange. Nous avions un accord, nous avons été élus et nous étions majoritaires. Nous étions majoritaires comme le groupe le plus nombreux, NFP1. On a battu à plat de couture le Rassemblement national. Nous étions donc légitimes à proposer un gouvernement. Nous avons fait la démonstration que quand on proposait le programme, bien sûr des fois on se fait battre, mais d'autres fois on se fait élire. Et par conséquent, notre rôle n'était pas d'annoncer, avant même d'être arrivé au gouvernement, qu'on renonçait à notre programme. C'était l'Assemblée qui en aurait décidé. Ça, c'était la ligne. Et comment vous expliquer que 12 fois le Parti socialiste refuse de voter la motion de censure? Chaque fois avec des prétextes bidons. La première fois, c'était, il disait, nous avons obtenu le maintien de 4000 postes, ils viennent d'être supprimés, et ainsi de suite. C'est eux qui ont sauvé Macron. Et pas une fois. On a fait tomber 3 gouvernements, ou 2, je ne me souviens plus. On a fait tomber 2 gouvernements. Mais donc, celui-ci aussi aurait pu tomber. Et à ce moment-là, Macron aurait été obligé soit de convoquer des élections générales, soit de démissionner. Et nous avons déposé une motion pour faire démissionner M. Macron, comme la loi le permet. Vous voyez que nos méthodes... Et pour vous, c'est le Parti socialiste qui a servi un peu de marchepied pour permettre à Emmanuel Macron de rester... Bouée de secours. Il l'a tiré d'affaire, à tout bout de champ, continuellement. Et là, il manque une peur, c'est le prochain budget qui arrive. Qu'est-ce qu'ils vont trouver comme argument pour ne pas voter la censure? Qu'est-ce qu'ils vont trouver comme argument? On attend ça avec curiosité. Nous, on va redéposer, on va recombattre. Alors on nous dit, mais alors, les autres nous reprochent, c'est l'opposition systématique. Pardon, mais pourquoi vous dites systématique? On est élu d'opposition. Personne ne comprend rien à une opposition qui soutient le gouvernement auquel il s'oppose. Ça ne tient pas debout. Tout le monde le comprend. Tout est faussé dans ce pays. On a des élections, le président de la République n'en tient aucun compte. On a des lois. Le Premier ministre lui-même va dans une entreprise pour dire « Oh, vous pouvez violer la loi ». Pas de ce qui s'est passé le 1er mai avec les boulangeries. Du 1er mai. Ensuite, on a un projet de budget, on nous le présente, il n'est pas sincère. Ensuite, une fois qu'il est passé de force par le 49.3, ce qui est dedans n'est même pas respecté. Là, ils ont retiré 13 milliards du budget de gel. Qui, où, quoi, comment? Dans quel pays vit-on? Où est l'état de droit? D'ailleurs, il y en a un qui n'a pas tourné autour du pot. Il a dit « Oh, l'état de droit, on verra ». C'est M. Retailleau. C'est donc une situation qui est grave. Alors,
on ne peut pas en rester à la dénonciation de la gravité. Si vous permettez que je dise quelques idées, mais continuons le fil. On aura beaucoup d'idées justement parce qu'on parlera justement Oui. de la politique française internationale. On évoquait les oppositions. Maintenant, j'ai envie de rentrer dans le bilan. Quel bilan vous faiête de 9 ans d'Emmanuel Macron à l'Élysée entre 2017 et 2026? Bon, pour moi, c'est certainement le plus terrible bilan de la Ve République. Pourquoi? Commençons d'abord par ça. Il faut comprendre la France. La France, elle s'est créée autour de son État, je l'ai dit il y a un instant, de ses services publics, de sa sécu. Tout ça a été massacré. On dirait un pays en guerre. On a fermé 7000 kilomètres de chemin de fer. On a fermé 30 ou 40 maternités. L'équivalent de 200 hôpitaux. Comme si on avait connu une guerre. L'industrie s'est effondrée. Nous avons perdu des milliers d'entreprises. L'agriculture s'est effondrée. Pour la première fois cette année, nous ne sommes plus ni souverains alimentairement, c'est-à-dire qu'on ne produit pas ce qu'on mange, mais deuxièmement, nous sommes en déficit dans l'échange avec l'extérieur, c'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte. C'est une catastrophe. En plus, sur le plan international, nous avons été abaissés et repoussés. Et il ne reste plus maintenant à M. Macron qu'une espèce de prêchi-prêcha militariste pour faire croire qu'on joue un rôle qu'on ne joue pas. Parce que sur la scène internationale, le rôle de la France, il n'est pas militaire. La vraie puissance, c'est ce qu'elle représente, sa puissance intellectuelle, scientifique, technique. Bien sûr qu'il faut avoir une armée à la hauteur. Mais ce n'est pas ça le cœur de la puissance. Parce que ça veut dire qu'on ne voit d'autre issue à un conflit que la guerre. Moi, je ne vois d'autres... L'occasion de rentrer là-dedans, mais il y a aussi la question de se dire que la France a vécu multiples crises avec le Covid, la guerre en Ukraine, ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Finalement, il y a quand même eu de multiples crises qui ont... Expliquez-moi voir pourquoi l'Ukraine obligerait à rallonger la durée au travail. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça ne tient pas debout. Ah, ça n'a pas de rapport. Non, mais je ne dis pas ça, mais je ne veux pas vous contredire. Je veux dire que c'est un doux prétexte. Il y a des difficultés, bien sûr. Vous connaissez une période de l'histoire où il n'y a pas de difficultés. Et de toute façon, la France est toujours sortie d'affaires dans des conditions incroyables. Hein. Que ce soit Charles VI, le roi fou, Charles VII, qui a besoin de Jeanne d'Arc pour remonter sur le truc, ou après une capitulation lamentable à cause des pétainistes. C'est un type tout seul qui nous tire d'affaire et qui relance la dynamique de la résistance dans notre pays. Donc on a un ressort français pour surmonter les crises les plus terribles. Et on n'a pas besoin de le faire sur le dos du peuple. Tout ça reposait sur une idéologie qui est folle. C'est ceux qui s'enrichissent beaucoup, ensuite font ruisseler la richesse sur la société. C'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Et tout ce qu'on retire au peuple de capacité d'acheter ceci, de vivre cela, puisque tout est à vendre aujourd'hui, eh bien tout ça ralentit l'économie française. Et là, nous sommes en train d'entrer en récession, M. Buzyn. C'est terrible. Et comme ce qui arrive, c'est que vous vous faites voler une partie de votre salaire, comme tout le monde, avec les augmentations du prix à la pompe, vous allez encore moins consommer qu'auparavant le reste des consommations. Et l'argent que vous aurez mis à la pompe, il va direct dans les poches des actionnaire. C'est donc un nouveau choc, un nouveau rapport de force au profit du capital sur le dos du travail. Pardon, c'est parler un peu la vieille langue. Mais l'argent qui va passer de votre poche à la pompe à celle des actionnaires, eh bien, c'est de l'argent qui se transfère du travail au capital. Parce que la personne qui a payé, elle a bossé pour avoir cette paye et pour pouvoir aller payer à la pompe. Et c'est un point intéressant, vous disiez même le 1er mai, chaque centime de plus à la pompe, c'est moins de vie privée, moins de bonheur personnel. Oui, bien sûr. C'est terrible ce qui arrive aux gens. Moi, ça va, hein, j'ai une très bonne retraite, c'est pas le sujet, mais je me préoccupe pas que de moi. La logique, la morale de l'existence en société, c'est pas profite et tais-toi. C'est bon, alors comment ça va? On ne peut pas s'en sortir tout seul, il faut s'en sortir ensemble. J'ai dit une fois une formule et elle est restée. On ne peut pas être heureux dans un océan de malheur. Et nous sommes entourés d'un océan de malheur. Alors je ne veux pas en rester à ce bilan. Il y a des propositions, mais on n'a pas le droit de nier ce bilan. C'est très dur pour les gens. Cet homme, M. Macron, a quand même réussi le fait de mettre la France dans son record historique du nombre de pauvres. On était un pays où ça reculait, 15% de la population. Enfin, et tout est comme ça. Tout ce qui allait mieux pour le grand nombre du peuple va moins bien. Et je ne suis pas catastrophiste en disant ça, j'ai qu'à regarder autour de moi. Les gens, les sans-abri, c'est rien du tout, même pas une chambre d'hôtel provisoire, je sais pas, rien, pas une tente, rien.
un bout de carton, des On parle de gosses dans la rue, 350 000 2 à 3 000, personnes, pardon. On parle de 350 000 personnes. Vous qui vous sont rendez dans la rue compte? aujourd'hui. Dans un grand pays riche comme on l'est, parce que la France n'a jamais été aussi riche de son histoire. Hein. Des sous, il y en a partout. Hein. On sait où les trouver. Et puis, il y a non seulement l'argent qu'ils ne donnent pas, ceux qui ont le plus. Justement, vous dites, alors ça casse ma structure d'interview, mais vous dites justement, la France n'a jamais été aussi riche, mais d'un autre côté, on a le gouvernement qui dit tout le temps, on est endetté, on est au bord de l'implosion, au bord de la falaise, il y aura une facture pour des générations. Je me souviens en septembre dernier, on interviewe François Bayrou qui dit, si on ne prend pas l'argent maintenant, c'est votre génération et les suivantes qui vont payer. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Quel menteur éhonté. On a une dette. Hein? Bon, 3 000 milliards. Déjà, on va commencer par faire une action d'honnêteté pour ceux qui nous écoutent. On dit 3 000 milliards et on le rapporte à la production d'une année. D'accord? Vous avez acheté une bagnole, quelque chose comme ça récemment? J'ai pas le permis, donc je vaut mieux pas. Ce serait dangereux On pour fait moi. un club si vous voulez. Bon, mais votre... je sais pas, enfin peu importe, arrêtez de me contredire. Mais vous avez acheté quelque chose, bref, vous avez une dette. Quand on vous calcule votre dette, on la regarde pas par rapport à une année de salaire. Si vous achetez votre maison, si on vous rapportait ce que vous devez payer pour votre maison une année de salaire, on appelle le SAMU tout de suite. Oui. Vous faites une crise C'est réparti cardiaque. sur 20, 15, Vous 25. voilà. Et bien la dette de l'État, c'est pareil. On la répartit sur le temps que dure la dette. 8 ans. Donc si réparti sur 8 ans, ça fait 12 ou 13% du PIB d'une année. C'est rien. Vous aimeriez n'avoir que 13% de votre revenu endetté quand vous avez acheté une maison. Donc tout ça, pipeau. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ils ont appauvri volontairement l'État. Vous comprenez? Volontairement, en réduisant les rentrées fiscales de ceux qui étaient en état de donner. Je pense aux grandes entreprises. Toutes les inventions comme le crédit, impôt, recherche qui a profité essentiellement... Donc là, vous pensez sur la taxation des hauts revenus, des milliardaires, des grosses entreprises? Ben oui, et puis les taxations qui existaient avant et qui fonctionnaient malgré tout. Vous n'entendiez pas parler d'un tel nombre de faillites. Donc c'est que ça marchait. Pourquoi ça marchait? Ben parce que cet argent revient dans la circulation. Quand l'État a des sous, eh ben normalement il construit des ponts. À propos, il y a au moins 40% des ponts qui sont en mauvais état. Des ponts, il fait des hôpitaux, il fait des écoles, et ça fait tourner l'économie. L'économie, c'est juste ça, c'est produire et reproduire notre existence matérielle. Par conséquent, tout ça n'a plus lieu. Parce que l'État est de plus en plus créer de la pauvre. richesse, créer du développement. Il n'y a que ça à faire. Et regardez la bande de rapaces à laquelle on a affaire. Parce que vous avez dans ce pays 2 types de patronat. Ils font semblant d'être tous les mêmes. Ce n'est pas vrai. Un petit patron et un grand patron du CAC 40, ça n'a rien à voir. Et à l'intérieur des petits patrons, vous avez les très petits patrons, mais je dis petit, mais c'est l'entreprise qui est très petite. Et puis les autres. Vous savez qu'un patron, déclaré comme tel patron, sur 2 n'a pas d'employés. Donc ça veut dire que vous avez une masse dont les intérêts sont très proches de ceux des travailleurs et des salariés. Parce que le petit patron d'une toute petite entreprise de maçonnerie ou de ce que vous voulez, ou de peinture, il a intérêt que le gars d'à côté, lui passe la commande plutôt que de le faire lui-même, par exemple. Parce que si c'est un professionnel, ça sera mieux fait. C'est pas pour rien que c'est un professionnel. Vous voyez? Donc ce patronat est de ce côté. Puis après, il y a le CAC 40. Mais dans le CAC 40, il y a tout. Il y a des grandes entreprises qui inventent, qui créent, qui font des choses extraordinaires à la pointe de la technique. Et si je suis le président de ce pays, vous verrez, on fera l'avion spatial, parce que nous sommes la première puissance spatiale européenne et que nous, les Français, on est capables de le faire. Pas les autres, nous, oui. Et la mer, on fera ce qu'il faut pour fabriquer les machines qui prendront son énergie. Bref, nous mettrons dans les domaines de pointe, si vous permettez. J'avais dit l'espace, la mer, le numérique. Le numérique, il faut qu'il y ait une intelligence artificielle française. Il faut qu'on ait la souveraineté du stockage des données. La souveraineté, nous, chez nous, contrôlée par nous, pas à l'encan. C'est-à-dire comment on évite que l'intelligence artificielle détruise les emplois des gens. C'est la crainte aujourd'hui. Donc alors, c'est une bonne idée d'avoir peur. C'est vachement utile. Ça sert à quoi? C'est pas une peur personnelle, mais c'est une peur qui peut exister dans la population. Hein. J'ai compris. Mais elle mène à quoi? Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter l'intelligence artificielle à la poubelle? Non, vous savez aussi bien que moi. Ça a déjà été dit dans le passé. Ah, la machine va détruire l'artisan. Oui, c'est vrai, mais ça a créé des milliers d'emplois
et la possibilité d'avoir des biens de consommation. On a tellement abusé maintenant que ça sort. Vous êtes favorable à un développement de l'IA de façon forte et massive Non, mais pourquoi? Il faudrait passer de « oh, j'ai peur » à « oui, c'est formidable, ça détruit tout ». Non, un peu de mesure, un peu de maîtrise, de calme, d'analyse des sujets. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas capable de me dire ce qu'est l'intelligence, mais vous êtes capable de me dire ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est quand même énorme, non, comme affaire? Bon, qu'est-ce qu'elle fait, l'intelligence artificielle? Elle automatise des processus de pensée. Les algorithmes sont capables d'identifier comment vous passez d'un point A à un point B, puis un point C, puis un point D, d'accord? Et l'automatise. Il y a des métiers où, en effet, ça va être automatisé, mais ça va créer d'autres métiers. Ceux qui croient que l'intelligence artificielle est capable de remplacer l'humanité se trompent. De même que ceux qui pensaient que les machines remplaceraient les êtres humains, parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé. On peut l'espérer, hein, que les machines finissent par le remplacer. Mais pour revenir et rester sur votre question, il faut donc prendre les dispositions pour y faire face, non? C'est pas moi qui préside ce pays. Que fait le président? Dites-moi. Eh ben rien. Rien. Comme d'habitude. On attend que ça se fasse tout seul, que ça s'arrange, que je ne sais quoi. Or, on est capable. Un pays à l'abandon. Mais on est capable d'identifier les métiers dans lesquels l'intelligence artificielle peut remplacer un travail qui est actuellement accompli par une personne. Est-ce que l'intelligence artificielle sera capable de remplacer tout ce travail? Ou bien est-ce qu'il y a une part du travail qui nécessite quelque chose qui reste fondamentalement humain? Il faut discerner dans tout ça et à partir de là, organiser métier par métier, branche par branche. Il y a quand même des branches, non, dans ce pays? Il y a des patrons de branches, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des employés, il y a des syndicats dans les branches en question. Donc tout ça, on devrait pouvoir en parler, le discuter, préparer. Arrêter d'avoir pour unique réponse à quelque problème que ce soit, j'ai peur. Vous savez, je vais vous dire, vous me connaissez, j'ai peut-être le défaut d'intellectualiser trop de choses. Mais moi, cette histoire de peur, ça m'interpelle. Ça me fait réfléchir. Au fond, la droite n'a plus aucune idée. Elle n'a rien à proposer. Les puissants n'ont rien à proposer. Avant, ils nous proposaient quelque chose. Vous allez voir, bosser, ça va aller mieux pour vous. Et comme disait De Gaulle, est-ce qu'on peut avoir le frigidaire et une auto, si c'est possible? Il y avait une perspective de mieux-être. Ils n'ont rien à proposer, sauf une chose, avoir peur. Voilà ce qu'ils proposent. Le seul lien social que proposent les dominants aujourd'hui, c'est « ayez peur ». Tout le monde a peur. Peur de l'extrême droite, même si c'est ridicule, des fois. Peur de ceci, peur de cela, peur de l'intelligence artificielle. Des fois ridicule, des fois? Oui. Ah, par exemple. Ben, je vais vous donner un exemple. On m'a brisé menu les couettes pendant 2 ans sur le thème l'extrême droite va gagner et on m'avait mis 20 points derrière Madame Le Pen, qui était sûre de gagner l'élection, d'accord? À 1 point près, elle n'était pas au 2e tour et c'était moi. Alors évidemment, là, ça ramène à ce que vous disiez tout à l'heure, là, c'est vous qui avez raison. Parce que si, par exemple, mes alliés communistes étaient restés les alliés, parce qu'on a démarré tout ça ensemble, hein, le mouvement insoumis, c'était avant le Front de gauche. C'était Marie-Georges Buffet, c'était Pierre Laurent. Et la preuve que ce n'était pas une trop mauvaise stratégie. Voyez où nous en sommes aujourd'hui. Si je n'avais pas eu 2 points bloqués dans un coin pour faire je ne sais quelle démonstration, 800 000 voix, il m'en a manqué que 420 000. C'est ma question tout à l'heure à ce sujet. Oui, mais j'aime bien amener la question dans l'ordre qui me convient. C'est-à-dire l'instant où nous sommes à cet instant. Parce que je vais vous dire, les communistes ont été mes camarades, mes alliés, et beaucoup d'entre eux le restent. Et je sais qu'une question leur est posée. Est-ce que vous allez recommencer comme la dernière fois, de croire les sondages qui vous mettent à 4% quand c'est pour faire 2% à la fin? Est-ce que vous allez recommencer à penser que vous ne voulez pas m'aider à arriver au 2e tour? Si nous arrivons au 2e tour, tout est changé. Parce que je vous le dis, à ce moment-là, on gagnera. Ceux qui disent qu'on ne peut pas gagner au 2e tour se fourrent le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Ça dépend qui est là au 2e tour. Eh bien moi, je veux bien faire un 2e tour avec M. Édouard Philippe, et nous aurons une conversation immédiate. Alors je lui dirai, M. Édouard Philippe, vous confirmez que vous êtes pour la retraite à 67 ans, n'est-ce pas? Puisque vous nous l'avez annoncé. Deuxièmement, vous nous confirmez que vous voulez remettre les comptes d'équilibre avec des coupes dans les services publics. Monsieur, j'ai pas l'ombre d'un doute, c'est moi qui gagne. D'un autre côté, quand vous parlez des communistes, Fabien Roussel, il va vous reprocher de dire aujourd'hui la France insoumise ne parle plus aux ouvriers. C'est ce qui est parfois dit, même aussi partagé par François Ruffin.
Dans cet entretien accordé à Brut, Jean-Luc Mélenchon justifie son retour dans la course présidentielle de 2027 alors qu'il avait lui-même évoqué, après 2022, la nécessité de préparer une relève. Selon lui, ce choix n'est pas d'abord une question de personne mais de contexte historique. Guerre en Ukraine, tensions internationales, montée des risques géopolitiques et accélération du changement climatique. Pour le leader insoumis, le monde entre dans une période de bouleversement majeur qui exige une expérience politique particulière. Cette vision rappelle celle de Jean Jaurès qui considérait que les responsables politiques devaient être capables de comprendre les grandes transformations de leur époque afin d'y répondre collectivement. Mélenchon explique ainsi que sa candidature résulte d'une réflexion menée au sein de son mouvement pour déterminer qui était le mieux préparé à affronter les défis des années à venir. Il insiste également sur le fait que la France insoumise dispose désormais d'une nouvelle génération de responsables politiques, citant notamment Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémence Guettet ou Manon Aubry. Une approche qui fait écho à la pensée de Léon Blum, pour qui un mouvement politique devait former des cadres capables d'assurer la continuité de son projet au-delà d'une seule personnalité. Enfin, Jean-Luc Mélenchon place la question climatique au cœur de son analyse. Comme l'avait défendu l'écologiste et philosophe André Gorz, il considère que les enjeux environnementaux ne sont plus séparables des questions économiques et sociales. À travers cette nouvelle candidature, Mélenchon cherche donc à apparaître comme une figure d'expérience face à un monde qu'il juge plus instable que jamais, tout en affirmant que son mouvement est désormais porté par une équipe politique élargie et structurée. Et si la colère du peuple français avait enfin un livre? Résistance, le combat pour une nouvelle France décrypte les médias, les élites, la crise sociale et le réveil citoyen. Disponible maintenant à seulement 9,99 € au lieu de 14,99 €. Le lien est en description. L'information spectacle vous fatigue? Reprenez le pouvoir sur votre réflexion. Entre technocratie et colère populaire, notre e-book « La République selon Raymond Aron » offre les clés de lecture que les grands médias oublient. Profitez de l'offre de lancement à 9,99 €. Le savoir est une arme. Lien en description. Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits.